cette leçon 12, nous allons parler de la distribution conjointe de deux variables aléatoires discrètes. Bien évidemment, nous avions déjà introduit la notion de variable aléatoire, sa distribution, mais là, nous allons parler de la distribution conjointe de deux variables aléatoires. Bien évidemment, dans ce premier cas, on va se limiter au cas discret. On peut se dire que pourquoi donc chercher à parler de la distribution de deux variables aléatoires puisqu'on peut chercher la distribution de chacune. Le contexte ici va être collé à des données qui sont bivariées. Nous avions déjà eu l'occasion de dire que les données, ils peuvent être univariées, donc des mesures relativement à une seule caractéristique, comme ils peuvent être bivariés quand on a des mesures simultanées sur deux caractéristiques, ou même plus que deux caractéristiques, et dans ce cas-là, nous avions parlé de données multivariées. Donc, ce n'est pas du tout une variable aléatoire qui sera collée de manière séparée à une caractéristique, mais plutôt un couple de variables aléatoires qui sera associé à des données qui sont bivariées, donc relativement à deux caractéristiques simultanément. Alors, bien évidemment, avant d'aller vers les variables aléatoires, nous allons essayer de prospecter ce modèle de probabilité pour des données bivariées catégoriques, et de là, on ira vers les distributions conjointes des deux variables aléatoires discrètes. Et je crois qu'une fois qu'on aurait fait ça, il n'y aura aucun mal à comprendre comment ceci peut se généraliser à des données multivariées, c'est-à-dire non pas seulement à deux variables aléatoires, mais plutôt à trois ou plus de trois variables aléatoires. Alors, modèle de probabilité pour des données bivariées catégoriques. Je crois qu'on peut se demander comment, dans le titre de cette leçon, on a parlé de variables aléatoires discrètes, et là, nous sommes en train de parler de données bivariées catégoriques. Je crois que ce problème est déjà tranché, puisque depuis le début de ce cours, nous avions dit que, de par leur nature, les données numériques discrètes et les données catégoriques sont assimilables et ils ont à peu près le même traitement à une nuance près que nous allons voir par la suite quand le problème se posera. Mais pour le moment, ils sont assimilables. On peut voir les valeurs d'une variable aléatoire numérique discrète comme étant échangeables avec des valeurs de variables aléatoires de données catégoriques. Alors, un exemple, dans une population, on constate qu'il y a 4 couleurs des yeux qu'on va noter O1, O2, O3, O4 et 5 couleurs de cheveux qu'on va noter C1, C2, C3, C4, C5. Bien évidemment, COI et CCI, ce ne sont pas des nombres, ce sont plutôt des catégories, puisque ça va être des couleurs, noir, châtain, marron et ainsi de suite. Pour ce qui est des yeux, c'est bleu et ainsi de suite. Donc finalement, ce ne sont pas des nombres, ce sont plutôt des couleurs nuancées pour décrire les différentes couleurs des yeux existants dans cette population. Et alors, de cette population, on prend un échantillon de 100 personnes et cet échantillon-là a été classé selon ces deux caractéristiques, c'est-à-dire les couleurs des yeux et des cheveux, pour donner le tableau suivant. Voilà donc le tableau que nous obtenons. Nous avons les CI sur la première ligne, les OI sur la première colonne, et nous avons les effectifs à l'intérieur. Donc, 3, c'est le nombre de personnes dans cet échantillon qui ont à la fois pour couleur des yeux O1 et pour couleur de cheveux C1. 0, bien que C5 et O4 existent, dans notre échantillon, on n'a retrouvé personne.
Donc, dans l'échantillon, les gens qui ont pour couleur des yeux O4 et pour couleur de cheveux O5, on n'en a trouvé personne. Donc, on peut parcourir ce tableau en expliquant un petit peu que finalement, un chiffre qui est au sein du tableau, il correspond au nombre de personnes qui ont simultanément O2 comme couleur des yeux et C3 comme couleur des cheveux. Pour chaque ligne, on a effectué le total et même chose pour chaque colonne. C'est très important dans ce contexte. Alors, avant de quitter ce tableau pour aller l'explorer davantage après, je voudrais quand même faire quelques remarques qui vont nous être utiles pour mieux comprendre les formules ou les quantités que nous allons introduire dans la suite. Alors, 36, qu'est-ce que ça signifie pour nous, à part le fait que c'est un total de la première ligne? 36, c'est le nombre d'individus dans cet échantillon de 100 personnes qui ont pour couleur des yeux O1. Toutes couleurs de cheveux confondues. Donc ça, c'est le nombre total d'individus qui ont pour couleur des yeux O1. Même chose pour 37, O2, et ainsi de suite. 38, c'est l'ensemble, c'est le nombre d'individus parmi ces 100 individus dans l'échantillon qui ont pour couleur de cheveux C5. Donc, nous savons maintenant ce que représentent les valeurs dans le tableau et nous savons aussi ce que représentent les valeurs en marge du tableau. Et alors, quand on additionne ces valeurs ou qu'on additionne ces valeurs, le total est toujours 100, c'est normal puisque de toute façon, le 100 est là obtenu, on additionne les choses ligne par ligne ou colonne par colonne. Alors, maintenant, si je veux regarder la signification de ce 3, mais d'une manière relative, je peux le ramener à 100 et dire que c'est 3 parmi 100, et dans ce cas-là, c'est 3 individus qui ont simultanément la caractéristique O1 et C1 parmi le nombre total d'individus. Donc, je peux regarder ceci de manière relative par rapport à 100, et dans ce cas-là, c'est la proportion des personnes qui ont ces deux caractéristiques, mais dans le nombre total de l'échantillon. Je peux plutôt relativiser ce chiffre par rapport à 36. Donc, 3 sur 36, je peux le voir comme 3 sur 36, et dans ce cas-là, il représente le nombre de personnes qui ont la couleur des cheveux C1 parmi tous ceux qui ont pour couleur des yeux O1. Même chose pour 8, c'est le nombre de si je la divise par 36, c'est la proportion des personnes dans cet échantillon qui ont pour couleur des yeux C2, de cheveux C2, pardon, parmi tous ceux qui ont pour couleur des yeux O1. Donc, si je travaille uniquement dans cette ligne, je considère ces chiffres-là, mais je les relativise par rapport au total, eh bien, je me place toujours dans la sous-population des individus qui ont pour couleur des yeux O1. Et alors, si je travaille, par exemple, dans cette dernière ligne, je relativise les chiffres par rapport à ce 9, je fais la même chose, je suis toujours en train de considérer que les individus qui ont pour couleur des yeux O4, et je regarde parmi eux combien il y en a pour couleur de cheveux C1, C2, C3, et ainsi de suite. Et donc, ce que j'ai dit pour les lignes, il est aussi vrai pour les colonnes. Par exemple, ce 20 ici, si je le divise par 100, 20%, c'est le nombre d'individus qui ont cette combinaison comme caractéristique, donc O1 pour les couleurs des yeux et C5 pour les couleurs des cheveux, mais ramené à 100, c'est dans tout l'échantillon. Mais si je le relativise par rapport à 38, 20 sur 38, ça serait le nombre d'individus qui ont pour couleur des yeux O1 parmi l'ensemble des individus qui ont pour couleur des cheveux C5, parce que ce 38, c'est le total de ces individus. Donc c'est très important de voir quel chiffre qui est à l'intérieur. On peut le diviser par ceci et il aura une certaine signification. On peut le diviser par cette somme-là et il aura une autre signification. On peut le diviser par cette somme-là et il aura une troisième signification. Donc, ceci est très important et c'est ça qui fait que nous ne pouvons pas considérer de manière séparée
caractéristique cheveux et la caractéristique couleur des yeux de manière séparée. Il faut voir les choses de manière globale et se référer aux combinaisons. Bon, ce tableau donne les effectifs qui correspondent à chaque combinaison des 5 catégories de couleur des cheveux et des 4 catégories des couleurs des yeux. Donc ça, j'espère qu'on l'a bien compris, c'est les chiffres en blanc qui sont à l'intérieur du tableau. Ces chiffres-là, on va les noter, donc on note NIJ, l'effectif associé à la combinaison OI-CJ. Donc NIJ, c'est le nombre dans le tableau qui est le point de rencontre entre la ligne OI et la colonne CJ. Donc c'est le nombre d'individus dans l'échantillon qui ont cette combinaison comme caractéristique par rapport aux deux couleurs, cheveux et yeux et cheveux. Par exemple, N15 qui est égal à 20, c'est la combinaison O1, par exemple, N15 qui est égal à 20 représente la combinaison O1 C5, puisqu'il y a 1, 15, ce n'est pas 1, 15, c'est en fait N, 10, 1 et 5. Donc le premier c'est pour la couleur des yeux et le deuxième pour la couleur des cheveux. C'est la combinaison la plus fréquente puisque c'est le nombre le plus élevé parmi tous les nombres que nous avons dans le tableau. Et donc, si on relativise ce nombre-là par rapport à 100, tel que je l'ai expliqué tout à l'heure, on aura 20% et ceci représente, cette combinaison-là représente 20% de l'échantillon total. Maintenant, comme on l'avait fait déjà pour les données univariées, quand on a une seule caractéristique, on va définir la fréquence relative de cette combinaison qu'on va noter F indice IJ comme étant N indice IJ divisé par 100. Donc, on divisera par le nombre total chaque effectif et le résultat, on l'appellera fréquence relative de la combinaison dans la totalité de l'échantillon. Dans le cas unidimensionnel, j'espère qu'on se rappelle de ce que nous avions fait avec les fréquences relatives. Nous en avons fait une représentation graphique et nous l'avons appelé diagramme en bâtonnet. Ici, c'est un diagramme en 3 dimensions qui remplacera ce diagramme en bâtonnet dans le cas univarié. Donc, si le diagramme en bâtonnet, c'était des segments en partant d'un point et donc ayant une prolongation par rapport à un deuxième axe, donc le tout se placer dans un plan, ici, nous allons avoir des choses qui vont se placer dans un espace de dimension 3, puisque déjà les données constituent un espace de dimension 2. Alors, voilà comment on va obtenir ce diagramme. Ce diagramme est obtenu de la façon suivante. Dans un plan horizontal, on représente les OI sur un axe et les CJ sur un autre axe, sur l'autre axe. À partir des points de coordonnées OI, CJ, on dresse un segment vertical de hauteur N et J. Donc, c'est exactement le même processus que celui que nous avions utilisé dans le cas univarié, sauf qu'ici, au lieu d'avoir uniquement des points sur un axe et dresser des segments vers le haut, nous allons avoir des points ayant 2 coordonnées sur 2 axes différents, et c'est à partir du point ayant ces 2 coordonnées qu'on va dresser un segment vers le haut, et le résultat ne sera pas dans un plan, il sera plutôt dans un espace de dimension 3, puisque c'est du plan qu'on part vers le haut, et donc les choses seraient tridimensionnelles. Et la hauteur, c'est l'effectif de la combinaison. La répartition des 100 valeurs observées dans les 20 cases ou cellules du tableau changera avec un autre échantillon de la même taille, c'est-à-dire de 100 personnes. Ça n'a rien de nouveau, c'est la même chose qui se répète, que ce soit pour les données univariées ou les données bivariées. Il n'y a aucune raison que si on reprend un autre échantillon, on aura les mêmes fréquences telles qu'on les avait calculées dans cet exemple-là. Donc, de nouveau, il y a
matière de variabilité. Et donc, on traitera les choses de la même façon que le cas univarié, tenant compte de cette variabilité. Alors, si maintenant, au lieu de 100 personnes, on prend un nombre d'observations de plus en plus grand, on peut se permettre d'aller vers 200, 500 et ainsi de suite. La variation, cette variation est de moins en moins importante, et alors, chaque fréquence FIJ approche une valeur théorique notée PIJ dont on supposera l'existence. De toute façon, et il existera. Donc, vous voyez que les choses se passent de la même façon, sauf que là, nous avons un double indice, c'est normal, puisque nous sommes en train de parler de données bivariées. Donc, on s'est posé la question si il y a une stabilité des fréquences d'un échantillon à l'autre. La réponse ne peut pas être positive si on travaille avec un nombre d'observations assez réduit. Il faut quand même faire la part des choses. 100 pour une seule caractéristique, ce n'est pas 100 pour deux caractéristiques. Parce que là, si avant on avait un tableau à une ligne, à deux lignes avec les caractéristiques sur une ligne et les chiffres sur l'autre, ici nous avons un tableau qui est bidimensionnel et que les 100 vont être répartis sur énormément de cases. Et ce qui fait que les cases vont avoir des effectifs assez faibles. Il y en a même qui peuvent avoir un zéro. Ce qui fait qu'une taille d'échantillon grande pour des données bidimensionnelles, ce n'est pas du tout la même chose que pour des données unidimensionnelles. Donc là, il faut pousser un petit peu ce 100 vers le haut, suffisamment pour garantir la stabilité des fréquences. Et encore une fois, les fréquences, espérons-le, et théoriquement, les choses sont garanties. Nous ne pouvons pas prendre de risque de dire qu'on suppose l'existence de ces probabilités. Mais les F et J vont approcher une valeur théorique notée P indice IJ, exactement comme dans le cas univarié. Alors, c'est cette valeur indexée par deux indices IJ que nous avions noté PIJ qui est dite probabilité de la combinaison OI-CJ, qui représente ici un événement élémentaire dans l'ensemble fondamental de toutes les combinaisons possibles. Donc, si vous voulez, l'ensemble fondamental ici sera constitué plutôt par des couples que par des singletons contenant un seul élément, puisque nous ne nous intéressons pas à OJ de manière séparée ou à CJ de manière séparée, mais nous nous intéressons aux deux. Donc, les PIJ, c'est tout simplement la probabilité de cette combinaison en tant qu'événement élémentaire dans l'ensemble des valeurs possibles du couple de données. Alors, PIJ, cette probabilité que nous avions vue comme étant la probabilité de la combinaison, est aussi la probabilité qu'un individu choisi au hasard dans la population a pour couleur des yeux OI et celle des cheveux CJ. Donc, c'est la probabilité de la combinaison, mais c'est la probabilité que si on prend un individu au hasard dans la population, et si on examine les couleurs de ses yeux et de ses cheveux, on s'attend à ce que les chances qu'il ait la combinaison OI-CJ, c'est PIJ. Mais ce PIJ, c'est aussi la proportion des individus dans la population ayant OI et CJ. Attention, quand je parle de la proportion, c'est dans la population totale et non pas dans notre échantillon, peu importe sa taille. La proportion dans l'échantillon, on l'a toujours appelée fréquence. Mais pour maintenant se référer à la population tout entière, nous avons plutôt des probabilités. En général, les fréquences, on les a parce qu'on les calcule à partir des chiffres dont nous disposons, donc des observations, mais les probabilités, non seulement ce sont des limites théoriques de fréquence, mais en général, ils ne sont pas connus parce que pour le faire, soit qu'il faut attendre à ce qu'on avance dans ce cours pour essayer d'avoir une idée sur ces probabilités, soit carrément de suggérer un recensement et donc de prendre toute la population et de s'amuser à examiner la couleur de ses yeux et la couleur des cheveux pour déterminer les proportions de chaque couleur, mais je crois que ce n'est pas du tout quelque chose de pratique à faire.
Alors, les PIJ maintenant définissent ce qu'on appelle la distribution conjointe des deux caractéristiques. Donc, les PIJ indexés par 2, donc se référant à une combinaison, nous définissent ce qu'on appelle la distribution conjointe des deux caractéristiques. Voilà, nous avons donc un modèle de probabilité pour ces données bivariées. Maintenant, si nous prenons les fréquences relatives que nous avions appelées F indice IJ et nous les additionnons par rapport à J, le résultat, on va le noter FI+. C'est la fréquence de OI dans l'échantillon. Donc cette somme qui est égale à FI+, est la fréquence de OI dans l'échantillon. Par exemple, F2+ est égal à 0,37. Nous pouvons la calculer à partir du tableau que nous avions déjà vu. Mais ce qui est dit ici, que ce soit de manière générale ou dans ce cas particulier où j'ai N2, c'est tout simplement les choses auxquelles j'étais en train de me référer en disant que nous pouvons prendre un nombre au sein du tableau et regarder des fréquences, soit relativement au total par rapport à 100, et dans ce cas-là c'est FIJ, soit relativement à un total par rapport à une ligne ou une colonne, et dans ce cas-là, ce sera FI+. Donc, si vous voulez, ici, quand on va sommer les fréquences, il faut se rappeler que dans ces fréquences, il y a le même dénominateur. Donc, ce qui est sommé, en fait, c'est les effectifs en haut. Le n qui est 100, ici, ne change pas. Il est dénominateur commun à toutes les fréquences. Donc, c'est finalement les sommes que nous avions faites en ligne ou en colonne. Alors, si on fait de même pour les probabilités, on note aussi PI plus la somme des PIJ sur J, c'est la probabilité que la personne a pour couleur des yeux OI. Donc, fréquence devient probabilité avec P à la place de F. Les PI plus donnent la distribution dite marginale de la caractéristique couleur des yeux. Donc, vous voyez que ici, nous nous sommes intéressés aux deux caractéristiques simultanément. Nous avions déterminé un modèle de probabilité pour les deux caractéristiques. Et de ce modèle de probabilité, nous pouvons tirer un modèle de probabilité pour le caractère couleur des yeux. Et nous allons voir par la suite qu'on peut aussi tirer un modèle de probabilité pour les caractéristiques couleur des cheveux. Donc, le PI plus qui est calculé à partir des PIJ donnera la distribution, donc un modèle de probabilité pour la caractéristique couleur des yeux, et on parlera de distribution marginale. Donc les PI plus donnent la distribution marginale de la caractéristique couleur des yeux. Je crois que c'est déjà bien expliqué. De la même façon, on définit F plus J, on devait s'y attendre, c'est la somme sur E des FIJ. Donc on additionne par rapport au premier indice. Et le résultat, on l'appellera F plus J. Ou bien on additionne les PIJ et le résultat c'est P plus J. Et P plus J, c'est la probabilité que la personne a pour couleur des cheveux CJ. Et c'est ce que j'étais en train de dire. P plus J, c'est la probabilité que la personne a pour couleur des cheveux CJ, peu importe la couleur de ses yeux. Alors, par exemple, le F plus 1 est égal à 0,05, calculé de la manière la plus simple à partir de notre tableau. Les P plus J, comme les P I plus, nous donnent la distribution marginale, cette fois-ci, de la caractéristique couleur des cheveux. Donc, comme je l'avais déjà dit, à partir de la distribution conjointe définie par les PIJ ou du modèle de probabilité pour les données bivariées, nous pouvons tirer un modèle de proba pour les couleurs des yeux et un modèle de proba pour les couleurs des cheveux de manière séparée. Alors, si maintenant nous considérons le rapport FIJ sur FI+,
Ce rapport-là, c'est la fréquence des CJ parmi des individus ayant la caractéristique CJ, parmi tous les individus dans l'échantillon ayant pour caractéristique OI. Donc, finalement, comment on calcule ce rapport-là? Il faut voir que ceci étant divisé par n et cela étant divisé par n, si on fait une simplification, on a comme si on a n et j divisé par un n et plus, c'est-à-dire un total sur la ième ligne. C'est les numéros en orange que j'ai indiqués sur la marge du tableau. Donc, ce rapport-là, c'est en fait la fréquence de CJ, de la couleur des cheveux CJ, parmi tous les individus dans l'échantillon ayant pour couleur des yeux OI. Alors, le rapport similaire à ce rapport-là, mais en termes des probabilités, PIJ sur PI+, est la fréquence aussi de CJ dans la sous-population des individus ayant OI. Attention, ce n'est pas dans l'échantillon, mais dans la sous-population totale. C'est quelque chose de théorique. C'est la fréquence des CJ dans la sous-population des individus ayant pour couleur des yeux OI. PI+ sur PIJ sur PI+, est donc la probabilité conditionnelle de CJ sachant OI. Nous retrouvons donc la probabilité conditionnelle que nous avions déjà introduite, puisque le calcul de cette probabilité prend en compte l'information que les individus auxquels nous nous intéressons ont déjà comme couleur des yeux OI, et nous sommes en train de voir parmi ces individus combien ont pour couleur de cheveux C1, C2, C3 et ainsi de suite. Donc c'est une probabilité conditionnelle. Ces rapports, pour différentes valeurs de I, définissent ce qu'on appelle la distribution conditionnelle de la caractéristique couleur des cheveux sachant OI, sachant la couleur des yeux OI. Donc, c'est une façon de parler de probabilité conditionnelle, mais en termes de distribution. Finalement, nous avons la probabilité conditionnelle telle qu'on l'avait vue déjà, et là, nous avons un rapport de proba qui est de nouveau une probabilité conditionnelle. Pour un J fixe et pour différentes valeurs de I, nous avons encore un modèle de proba. Mais c'est le modèle de proba, c'est le modèle associé à la distribution conditionnelle du caractère couleur de cheveux, peu importe sa valeur, sachant que la couleur des yeux est fixe et c'est OI. Alors, maintenant que nous avons pratiquement tout préparé sur la base de données, nous allons, comme on l'a déjà fait pour le cas unidimensionnel, passer à des variables aléatoires. Donc, distribution conjointe de deux variables aléatoires discrètes. Toujours dans notre exemple, couleur des yeux, couleur des cheveux, du paragraphe précédent, on considère X la variable aléatoire qui prend la valeur I si l'individu a pour couleur des yeux OI. Puis, on considère la variable aléatoire Y, qui est la variable aléatoire qui prend la valeur J si l'individu a pour couleur des cheveux CJ. Et, vu ce que nous avions fait jusqu'à maintenant, nous n'avons aucun problème à comprendre que la probabilité que X égale I et Y égale J simultanément, c'est justement PIJ. Pourquoi? PIJ, c'était la probabilité d'avoir la combinaison OI-CJ. C'est exactement ce que nous sommes en train de dire. Le fait que X égale à I, ça veut dire que cet individu-là a pour couleur des yeux OI. Le fait que Y égale à J, d'après la définition de X et de Y, ça veut dire que cet individu-là a pour couleur de cheveux CJ. Et donc, c'est précisément PIJ. Les PIJ définissent ce qu'on appelle maintenant la distribution conjointe de X et Y en tant que couple. Donc, vu en tant que couple et non pas en tant que variable aléatoire chacune. Donc, c'est en quelque sorte un vecteur aléatoire à deux coordonnées. Chacune des coordonnées est une variable aléatoire et
nous avons donc ce qu'on peut appeler la distribution conjointe de ce couple. À partir de cette distribution, on peut obtenir celle de x et de y de manière très simple. La probabilité que x égale à i, on peut vérifier que c'est pi plus. Et la probabilité que x égale à j, on peut vérifier que c'est p plus j. Donc les pi plus et les p plus j, nous ne l'avions pas préparé fortuitement. C'est justement, ce sont les valeurs de proba qui vont définir le modèle de probabilité pour x à part et pour y à part. Ces deux probabilités définissent ce qu'on appelle la distribution marginale de x et de y. Donc, nous avons la distribution conjointe définie par PIJ. Nous sommons ces PIJ sur J. Nous avons la distribution marginale de x. Nous sommons ces PIJ sur I. Nous avons la distribution marginale de y. En fait, la distribution marginale de x, c'est la distribution de x tout court. Et la distribution marginale de y, c'est la distribution de y. Mais on les qualifie de marginales parce qu'on les a obtenues à partir d'une distribution conjointe. Et on ne les a pas supposées comme on l'avait fait auparavant, comme étant des modèles de distribution a priori en se basant sur une certaine raison ou une autre, mais on les a obtenus à partir de la distribution conjointe, et c'est pour ça qu'on parle de marginale, parce que c'est pour chacune des coordonnées du vecteur. Alors, la probabilité que x égale à i, sachant y égale à j, c'est précisément ce qu'on avait appelé tout à l'heure la probabilité conditionnelle, c'est PIJ sur P plus J. Parce que tout simplement, cet événement-là, qu'est-ce qu'il signifie pour nous? Il signifie la probabilité que l'individu tiré au hasard a pour couleur des yeux OI, sachant qu'il a pour couleur des cheveux CJ. Donc c'est une probabilité conditionnelle. Et pour différentes valeurs de I, cette probabilité nous définit une distribution conditionnelle de x, sachant y égale j. Donc voilà, nous avons de la distribution marginale, de la distribution conjointe, pardon, on a obtenu la distribution marginale de x, celle de y, puis maintenant ce qu'on appelle la distribution conditionnelle de x, sachant y égale j. Alors, P de x égale à i, sachant y égale à j, en utilisant, si vous voulez, le rapport que nous avions vu tout à l'heure, PIJ sur P plus J, ça nous donne ceci. Donc PIJ, ce n'est rien d'autre que ça, et P plus J, c'est ça. Mais si maintenant on oublie ça et on regarde cette formule, qu'est-ce qu'on constate? On retrouve tout simplement la formule de la distribution conditionnelle d'un événement sachant un autre. Rappelez-vous que la proba de A sachant B, on l'avait calculé comme étant la proba de A inter B divisé par la proba de B. C'est exactement ce qu'on retrouve ici. Donc, ce n'est pas comme ça qu'on a voulu le faire, mais on est quand même revenu à cette formule. La connaissance des distributions de x et de y séparément n'est en général pas suffisante pour déterminer la distribution conjointe de x et y. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ce que je veux dire par là, c'est que si on dispose de la distribution conjointe de x et de y, telle qu'on l'avait montré tout à l'heure, on peut en extraire la distribution marginale de x et la distribution marginale de y. On peut même en extraire la distribution conditionnelle de x sachant y égale j ou de y sachant x égale y. Mais reconstituer les choses à l'envers, ce n'est pas quelque chose qui est toujours possible. Donc, si vous me donnez deux variables aléatoires et si vous me donnez leur distribution, vous les connaissez parfaitement, je ne peux pas, uniquement avec ça, reconstituer la distribution conjointe. Le contraire est vrai, mais pas dans ce sens. Par contre, on peut reconstituer la distribution conjointe à partir
des distributions marginales, certes, mais ils ne font plus les distributions conditionnelles, comme le montre l'exemple suivant. Donc, distribution marginale plus distribution conditionnelle, avec ça, on peut obtenir la distribution conjointe. Mais uniquement les distributions marginales, ce n'est pas toujours possible. Il y a un cas où c'est possible, on le verra plus tard. Mais de manière générale, ceci n'est pas vrai. Alors, un exemple, encore une fois, dans l'urne à 3 boules rouges et 4 boules noires, on fait 2 tirages successifs sans remise. XI est la variable aléatoire de Bernoulli, maintenant nous sommes familiers avec cette variable aléatoire de Bernoulli, associée au ième tirage. C'est-à-dire, c'est la variable aléatoire qui va prendre la valeur 1 si on observe une boule rouge et la valeur 0 si on observe une boule noire. Alors, la probabilité que x1 égale 1 et x2 égale 1, c'est quoi? C'est la probabilité que dans le premier tirage, on a une boule rouge et dans le deuxième tirage, on a une boule rouge. On peut exploiter maintenant la relation entre probabilité conditionnelle et probabilité de la réalisation simultanée de ces deux événements, puisque cette probabilité, c'est cette probabilité divisée par celle-là. Et donc, la probabilité que x1 égale 1 et x2 égale 1, c'est la probabilité que x2 égale 1, sachant x1 égale 1, que multiplie la probabilité que x1 égale 1. Cette probabilité, c'est 2/6, on l'avait déjà calculé. C'est la probabilité d'observer une boule rouge dans le deuxième tirage, sachant qu'on a déjà vu une boule rouge dans le premier tirage, c'est 2/6, on avait déjà expliqué pourquoi. La probabilité d'observer une boule rouge dans le premier tirage, c'est 3/7. Donc voilà le résultat, 2/6 fois 3/7. La probabilité que x1 égale 1, x2 égale à 0, c'est la probabilité que x2 égale à 0, sachant x1 égale 1, fois la probabilité que x1 égale 1, toujours par définition de la probabilité conditionnelle. C'est 4/7 fois 3/7. Donc, qu'est-ce que je suis en train de prouver ici? Qu'en partant de cette distribution conditionnelle et cette distribution marginale, je suis en train de reconstituer la distribution conjointe. Voilà ce que je suis en train de faire. Même chose pour 0, 0 et 0, 1. Donc, je crois que finalement, j'ai vu toutes les éventualités parce que x1 ne peut prendre que la valeur 0,1, x2 ne peut prendre que la valeur 0,1. Donc, j'ai vu toutes les possibilités et je peux donner à toutes ces possibilités une valeur calculée à partir des probabilités conditionnelles et des probabilités marginales. Donc, à partir de la probabilité conditionnelle et marginale, je peux reconstituer la probabilité conjointe de x1 et de x2. Alors, pour deux variables aléatoires z et t, la somme z plus t n'a pas toujours un sens. Mathématiquement, elle a toujours un sens. Mais, si vous voulez, dans la pratique, nous ne pouvons pas ajouter n'importe quoi à n'importe quoi. Mais, quand on peut lui donner un sens, quand ce sens existe, sa distribution est obtenue à partir de la distribution conjointe de z et t. Donc, pour obtenir la distribution de la somme de deux variables aléatoires, généralement, il faut passer par la distribution conjointe des deux variables aléatoires et non pas par la distribution marginale de chacune de ces deux variables aléatoires. Donc, un exemple pour illustrer ceci. On décide de lancer une pièce deux fois. X est la variable aléatoire de Bernoulli associée à la ième lancée. On est déjà habitué à ça. Je définis x comme étant x1 plus x2, une variable aléatoire à valeur, bien évidemment, dans 0, 1, 2. Il n'y a aucun secret, puisque x1 est à valeur dans 0, 1, x2 à valeur dans 0, 2. Elle représente le nombre de piles dans les deux lancers. La probabilité que x égale à 0, donc comment on peut avoir x égale à 0? C'est que dans la première lancée, c'est 0 et dans la deuxième, c'est 0. La probabilité que x égale à 1, c'est que x1 égale 1, x2 égale 0, ou x1 égale 0, x2 égale 1. Ce sont les deux possibilités. La probabilité que x égale à 2, c'est la probabilité que x1 égale 2, x2 égale 1. Ce sont les possibilités. Donc, vous voyez que la probabilité de la somme est toujours calculée à partir de la distribution marginale. La probabilité que j'ai ça et ça, et ainsi de suite. Donc, je peux calculer la probabilité de la somme à partir de cette probabilité. Alors, maintenant, j'arrive à une conclusion. Si, dans une population, on étudie plus d'une caractéristique simultanément, c'est la distribution conjointe des variables aléatoires associées à chacune de ces caractéristiques qui va nous intéresser
et non pas une variable la distribution marginale de chacune des variables aléatoires. J'espère que ceci était suffisamment clair. Donc, ce sont généralement pour nous intéresser à plusieurs caractéristiques simultanément. Nous voyons les choses comme vecteurs aléatoires dont les coordonnées sont des variables aléatoires, et c'est à ce vecteur entièrement auquel on s'intéresse et non pas à chacune des variables aléatoires. Je crois que c'est ça l'intérêt d'introduire cette distribution conjointe. Donc, je crois que l'essentiel a été dit. Et alors, comme dans toutes les leçons, je crois qu'il doit y avoir certainement des questions ou il doit y avoir certainement un besoin d'exercice pour mieux assimiler quelque chose qui n'a pas été si bien fait. C'est pour cela que je vous invite tout simplement à joindre le site web Netuno, et pour cela, il suffit de cliquer sur Mednetu, et merci.